Salut à tous, c'est Bismart. Nous voilà repartis pour nos débats autour de l'actualité économique et politique du jour. Émission un peu plus courte, donc on perd pas de temps. On y va, c'est parti. Donc, autour de la table, Clément Aura. Salut Clément, professeur d'économie à la Sorbonne et à Sciences Po. Philippe Wechter. Salut Philippe, directeur de la recherche économique Ostrom Asset Management. Et Léonidas Kalogiropoulos, vice-président d'éthique et président fondateur de Médiation et Arguments. Et d'Entrepreneurs pour la République. Et d'Entrepreneurs pour la République, pour laquelle tu es en train de lever des fonds. Oui. Voilà. Un mot, juste Entrepreneurs pour la République, c'est une plateforme sur laquelle on met en relation des solutions concrètes d'entrepreneurs à des problématiques d'intérêt général. Il y a désormais plus de 600 boîtes qui sont inscrites. C'est ça, ça a démarré avec le Covid, mais maintenant tu n'es plus dans le Covid, tu es sorti du Covid. Là. Le Covid était un besoin immédiat, ouais, d'accord. Mais on a pris tous les sujets, l'éducation, on racontera, la santé, les déserts médicaux, même l'Ukraine. L'histoire qui m'a scié là, mais on verra ça après. D'abord, allons-y avec la politique, parce que comme j'ai deux... Oh, Philippe, tu es professeur d'économie aussi quand même, hein, voilà. Ça arrive à du temps bien. Hein. Il y a quelque chose qui m'intéresse, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, là, Jean-Luc Mélenchon a fait une conf de presse avec un certain nombre d'économistes qui ont, comme le dit Jean-Marc Daniel, tous les parchemins. J'adore cette expression de Jean-Marc Daniel. Voilà, j'ai tous les parchemins, diplômés, etc. et tout. Pour donc vanter la crédibilité de son programme, défendu par plus de 160 enseignants et chercheurs en économie. Alors, ce qu'ils disent, ils ont publié une tribune, ces 160 enseignants et chercheurs en économie, une fiscalité plus progressive sur les revenus et les patrimoines, ainsi que la lutte contre la fraude fiscale, permettront de dégager des ressources supplémentaires. En matière de dette publique, un recours privilégié au pôle public bancaire, je ne sais pas ce que c'est, pôle public bancaire, permettra de se prémunir contre les effets déstabilisateurs d'un retournement des taux. Alors que les marges des entreprises atteignent des plus hauts historiques, la progression des salaires sera financée par un rééquilibrage du partage entre salaires et profits. Est-ce que ça veut dire qu'on peut dire n'importe quoi en économie ? Voilà ma question. J'allais dire, le diplôme ou le titre universitaire n'empêche pas l'idéologie. En vérité, des tribunes entre économistes qui se répondent d'ailleurs, hein, puisqu'il y a au moins, si ce n'est plus, d'économistes qui signent en général des tribunes pour appeler à voter Emmanuel Macron ou d'autres. De toute façon, il y en a beaucoup. Après, ce qui est intéressant, je trouve, avec ces débats, c'est que au moins ils font l'effort quand même d'essayer d'avoir un programme au moins construit. Dire pour leur attribuer un bon point. Bon, par contre, je veux dire, il y a deux choses quand même dans ce qu'ils annoncent. Soit on ne peut être que d'accord, la lutte contre la fraude fiscale, et ça c'est pas un marqueur, et en particulier, en général, on surestime les ressources liées à la fin de la fraude fiscale, ou alors... On ne sait pas ce que ça veut dire quand même, un pôle public bancaire. Je ne sais pas ce que ça veut dire le pôle public bancaire. Honnêtement, alors est-ce que c'est une sorte de nationalisation des banques? Retour avant la loi de 73, la Banque centrale française qui achète... Il faudra expliquer vraiment la différence qu'il y a avec, en termes de résultats, disons, entre ça et la politique monétaire qui a été faite, objectivement. En plus, ça revient au même. Bon, voilà, bien sûr, c'est pas exactement la même chose, mais enfin, de toute façon, il y a eu une forme de sociabilisation de la dette publique, voilà, sous le fait, on va dire, de la politique monétaire de la BCE. Objectivement, moi, ce qui me marque, c'est pas tellement ça, c'est vraiment leur obsession de la fiscalité et en particulier de la surprogressivité de la fiscalité. Ça me paraît vraiment un marqueur qui est plus intéressant que les débats qu'on comprend à peine quand même objectivement sur ce qu'ils veulent dire sur le pôle public bancaire ou alors une annulation de la dette qui en fait n'a pas tellement de sens puisque on sait très bien, on en a déjà eu ce débat 50 fois que de toute façon c'est pas ni tellement faisable ni que ça changerait tellement le résultat aujourd'hui au regard de la structure du financement de l'État. Je vais reposer la question à Philippe. Il y avait eu il y a quelques années cette polémique très forte autour d'un bouquin qui s'appelait Le négationnisme économique. Et comment s'en débarrasser. Ah, c'était le sous-titre. Et comment s'en débarrasser de Cahuc et Zilberberg. Oui, voilà, de Pierre Cahuc. Philippe, est-ce que ça veut dire qu'on peut dire n'importe quoi en économie ? D'une certaine manière, oui. C'est-à-dire que moi, ce que je perçois à travers, les propos, c'est que finalement, on change de modèle. Ce qui n'est pas dit là, quand on dit on va fixer les prix, les taux d'intérêt, parce que ça ne nous intéresse pas de subir la hausse des taux d'intérêt, ça veut dire qu'on ferme l'économie.
ça veut dire qu'on sort de l'Europe. Ben oui, C'est ça le truc. mais bien sûr. C'est ça qui est dit en creux dans ce document. D'accord. Alors, on peut. Oui, alors je comprends. Ça on veut dire peut qu'ils font une forme de mensonge par omission. C'est-à-dire que Qu'est-ce qu'ils ce se qu'ils mettent à la disent vidéo, est mais c'est pourquoi pas, mais à ce moment-là, il faut exactement. en annoncer Exactement, les conséquences. C'est échappé à la BCE. Attends, vas-y. C'est toute la problématique qu'on voit dans les extrêmes, parce que, rappelez-vous, en 2017, l'euro était au cœur du programme de Marine Le Pen. Il ne l'était plus en 2022. Pourquoi ? Parce que sortir de l'Europe n'est pas populaire. Donc on évoque tout un tas de choses autour sans dire ce qu'il en est. Et ce qu'il en est, là, très clairement, dans les programmes qui sont évoqués, il y a ces propos-là. Il y en a d'autres intervenants de NUPES qui disent... Non, ce que j'ai lu là, alors juste pour être clair, parce que c'est vrai que c'était pas très clair, ce que j'ai lu là, c'est donc retraite à 60 ans, blocage des prix, etc. et tout, ils admettent que ça a coûté cher. Et donc c'est les sources de financement en fait. Et oui, qu'ils proposent. Justement, Voilà. on veut faire notre petite tambouille et on se débrouillera tout seul pour le financer. Parce que si on est dépendant de la BCE, de la Commission européenne, ça va être très compliqué. C'est vrai. Et donc, on fait notre truc. Alors, on rétablit un service public bancaire. On ne sait pas très bien ce que c'est. Est-ce qu'on refait une caisse des dépôts énorme ? Est-ce qu'on dope BPI ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on aura tous un compte et un chéquier Banque de France ? Ce sera peut-être très chic, mais en même temps... Non, mais et même, enfin, aucun sens. heureusement, il y avait eu il y a quelques années une polémique sur la loi de 73. La loi de 73, c'est celle qui, pour le dire brutalement, interdit à la Banque de France, à l'époque, de racheter directement la dette publique. Et oui, mais c'est la France de 73, elle est ambitieuse, elle est mondialisée, enfin bon bref, elle est conquérante. Même si tu fais ça, enfin ça règle pas le problème. C'est pas en émettant de la monnaie de singe que tu vas financer la retraite à 60 ans. D'abord, ça ne règle rien, puisque dans une économie fermée, il y a tellement de produits dont on a besoin qu'on ne produit L'inflation pas. explose. Oui, non, mais c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc, parce que d'un seul coup, on bloque tout ce qui facilite les ajustements, les relations avec l'extérieur, que ce soit sur des biens, sur des services, sur le plan monétaire. On a été toujours très content de pouvoir échanger via la BCE. Si on bloque ça, comment on fait ? Philippe, quelle crédibilité on a ? Ces 160 économistes dotés de parchemins, etc., ils le savent, ça, évidemment. Tu vois, c'est ça qui me... Tu en doutes ? Léger sourire, je décris le léger sourire de... C'est toujours la querelle un peu entre hétérodoxes et orthodoxes, mais objectivement, moi je me cache pas, j'ai toujours considéré qu'il y avait une vraie différence de niveau, au sens intellectuel du terme, entre l'orthodoxie et l'hétérodoxie. En défaveur de l'hétérodoxie. Piketty est hétérodoxe. Entre les deux, je dirais. Il publie de manière orthodoxe dans certains de ses articles de recherche, Ouais, c'est ça. en particulier dans l'American Economic Review. Et puis les Il n'est pas tribunes dans le hétérodoxe journal dans Le la Monde. ER. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, voilà. Mais il y a une phrase, pour rebondir sur ce que je disais, qui est très intéressante de Jean Tirole. Donc là, c'est quand même l'orthodoxie, peut-être la plus aboutie, en même temps une des plus brillantes qui existe. C'est de dire, normalement, les économistes, et c'est dans le préambule du règlement des adhérents de l'Association française de sciences économiques, de la FSE, c'est de dire, normalement, un économiste universitaire ne doit pas, que ce soit dans une tribune politique, que ce soit dans un journal, que ce soit dans la vulgarisation, ne doit pas défendre une thèse qu'il ne pourrait pas défendre dans la recherche devant ses pairs. Voilà. Sinon, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, c'est-à-dire qu'on a un double discours, on publie et on voit que c'est pas exactement ce qu'on pourrait dire en termes de crédibilité scientifique, et puis après on raconte un peu n'importe quoi derrière. Après, l'imbrication entre le politique et l'économie, ça a 200 ans, de toute façon. Léonidas. Non, je pense qu'il y a une volonté d'habiller, comme souvent, des atours de la science, une position qui est une position politique, idéologique. Et je regrette presque que l'on mêle la science économique à tout ça. Ce n'est pas indigne d'avoir des positions politiques. C'est même noble de dire on fait des choix et on regarde comment on peut atteindre ces choix. Et donc, effectivement, en transparence, on considère que l'Europe n'est plus adaptée à nos objectifs. On regarde, mais de vouloir habiller cela d'économistes qui, effectivement, viennent souvent, d'ailleurs, pardon de le dire à des économistes, mais assez fréquemment, les économistes disent « Ah, mais Keynes a dit ça, c'est pour ça que je plaide pour la relance par
la consommation, alors qu'on voit bien que la volonté derrière, c'est pas de faire de l'économie, c'est qu'on pense qu'il faut booster le pouvoir d'achat. Ça, c'est du name dropping, c'est pas de la... C'est ça. On cite Ouais, c'est ça, ouais. Friedman, Oui, parce que ça résonne dans la ça tête. résonne bien. Là où Léonidas a raison, c'est qu'il y avait une phrase d'André Orléans que beaucoup de gens connaissent parce que c'était un peu le chef de file des hétérodoxes pendant un moment. Hein. C'est celui qui avait créé et présidé l'association concurrente, l'association française d'économie politique, et qui disait, il avait publié une tribune dans Le Monde, un économiste est là pour servir son camp politique. C'est une phrase qui avait et qui est reprise d'ailleurs par Keuk et Zilberberg dans le négationnisme économique. Bon bah là tout est dit. Une fois qu'on est là pour servir son camp politique, on fait plus de la science, on fait de l'idéologie. On fait l'idéologie, mais... Oui, mais ça peut être, pardon Léonidas, bien sûr. ça pourrait être une idéologie appuyée sur la science. T'es pas obligé de dire que la Terre est plate, tu vois, si t'es astrophysicien, Non, bien sûr. pour aller voyager Oui, mais loin. en même temps, les références de Jean-Luc Mélenchon, elles sont quand même dans des pays qui se sont enfermés dans un système et qui ont plutôt mené leur population à la misère. Donc, il reprend ses dogmes alors qu'il ait trouvé des économistes. Enfin, je trouve que ça en dit long. Je suis désolé de Vas-y. corporation, mais ça en dit long sur toute une population de gens qui travaillent dans des universités, qui ont l'estampille d'économistes et qui viennent servir. Totalement. Oui, mais Dans ces 160, combien publient et combien ont pas publié depuis 10 ans, 15 ans pour certains? Je sais pas. Philippe? J'en ai des collègues comme ça. Ouais. Dire, voilà. Non, mais quand on regarde les physiciens, on a Einstein en tête et quelques autres. Mais il y en a plein, et il y en a plein qui n'ont jamais publié. Et pourtant, ils ont une idée de... là, c'est pareil. C'est-à-dire que sur l'économie, chacun a son idée. Et, Oui, mais un physicien remettra jamais en cause la théorie de la gravitation, tu vois. mais moi, je suis Philippe, absolument non. désolé. Non, mais c'est tout le propos de ce bouquin passionnant de Keuk et Zilberberg. Leur propos était de dire, je crois que tu t'en souviens, Philippe, de dire il y a un certain nombre de faits économiques qui sont aujourd'hui quasiment des axiomes. Il y a une partie de la science économique qui peut s'assimiler à de la science dure. Voilà. Oui. Et ça avait soulevé. Oui, mais je voudrais quand Lever de même bouclier. dire, en espérant que mes amis autour de la table me le pardonneront, mais il m'arrive aussi de voir des économistes venir justifier, fort de leur savoir économique, des thèses totalement inverses. Et je ne trouve pas que ce soit plus justifié. Je pense qu'il faut savoir et avoir l'honnêteté de dire que lorsque l'on a une posture politique, elle est idéologique, et que par ailleurs, on peut avoir un débat d'économistes, mais le mélange des genres, il est aussi, me semble-t-il, malsain avec Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, toi tu penses qu'il ne devrait pas en fait faire valider son truc par... t'as pas tort. D'ailleurs, il est le seul à le faire en fait. On va aborder des sujets de refondation économique ou politique dans un instant. Je pense qu'il y a quelques dogmes dont on peut parler qu'il faut faire bouger. Je ne vais pas demander à mes amis ici économistes de venir justifier ce qui me semble être une posture politique. Oui, c'est intéressant. Il y a aussi une vraie question, et en même temps sur une chaîne comme Bismart où il y a vraiment aussi une volonté de rendre accessibles les débats économiques à beaucoup de gens, il y a vraiment quand même un problème, on va dire une dialectique entre d'une part des économistes qui seraient uniquement dans la recherche sans jamais descendre dans l'arène, dans le débat, et parfois on leur reproche, ça c'est vrai que les économistes qui restent dans leur tour d'ivoire et dans des modèles qui sont relativement sophistiqués, qui ne veulent pas d'ailleurs faire d'efforts de vulgarisation, c'est en même temps un problème, et en même temps s'ils vont dans l'arène, ils sont quand même forcés en général de répondre, on voit à la question politique qui est souvent quand même intimement liée, et l'association des deux en France pose un certain nombre de problèmes. Il y a des débats, par exemple, aux États-Unis qui ont lieu, où les économistes sont à la fois beaucoup plus investis dans le débat public et en même temps, dans les administrations centrales, ont des postes à responsabilité de manière plus fréquente. Nous, en France, on n'a pas ce système, on a moins ce système, on va dire, à la fois de débat politique avec des économistes et en même temps des postes de responsabilité dans les administrations. Parce qu'on a peut-être aussi cette vision où la science économique doit rester un petit peu en décalage. Et je dirais même, pour connaître le fonctionnement des universités, etc., que c'est souvent mal perçu dans le monde universitaire de ne pas être autre chose qu'enseignant-chercheur, c'est-à-dire de descendre dans l'arène, d'avoir un poste à responsabilité dans une direction centrale, de descendre, y compris dans l'arène politique, pour être par exemple candidat, ou d'être conseiller, c'est pas quelque chose qui est toujours bien vu, et c'est quelque chose, parfois, des gens, il salit les mains en faisant de la politique. Ouais. Quoi. C'est pas... Il y a aussi cet esprit français qui est, à mon avis, un peu particulier. Philippe, tu voulais ajouter un truc. Il y a ce...
cet écart. Alors, moi, j'ai juste cité une anecdote. J'étais universitaire à l'époque. J'ai appris le krach boursier de 87, donc ça date un peu, en lisant Le Monde. C'est-à-dire que personne à l'université n'avait parlé du krach boursier, alors que ça avait remué ciel et terre, si je puis dire, à l'époque. Donc on a cet écart terrible entre l'économie telle qu'elle se vit au quotidien et la façon dont on l'aperçoit. Et je me souviens d'une réflexion d'un économiste que j'aime beaucoup, que je ne citerai pas, mais qui me disait, j'ai rencontré un économiste américain dont le nom m'échappe là à l'instant, et qui connaissait la structure des détenteurs de la dette publique américaine. Et en disant, en étant un peu admiratif, mais en disant, mais il met les mains dans le cambouis. À quoi ça sert de s'intéresser à la gestion quotidienne de la dette? Donc c'est très ambigu. Des économistes avec les politiques, mais je trouve que, enfin moi, l'écart que je ressens le plus, c'est entre les économistes et les entrepreneurs. Je n'ai jamais rencontré un entrepreneur de la macroéconomie, alors que les entrepreneurs de la microéconomie, je ne fais que ça. Et je trouve que là, tous les théorèmes macroéconomiques me semblent tellement éloignés de la vérité du terrain, de l'expérience vécue. Alors regarde, il y a des moments. Non, mais c'est parfait. Ça nous amène. Attends, parce qu'il faut qu'on avance. Et c'est un parfait transition. C'est parfaite transition avec le super bad feeling d'Elon Musk. Oui, parce que justement, il est assez rare que des entrepreneurs s'expriment comme lui s'exprime, et surtout donc. Vous avez tout suivi, Elon Musk. Alors c'est un mail interne qui a été récupéré par l'agence Reuters, et donc Elon Musk disant qu'il a un super bad feeling à propos de l'économie, et accessoirement qu'il va virer 10 000 personnes. Enfin, 100 000. Il dit arrêtez-vous de recruter, et puis non, ils sont 100 000 et il va en virer 10 000. D'accord. Voilà. 10%. D'accord. 10% des effectifs. Alors, pour aller dans le détail, mais 10% des effectifs, mais des fonctions support. C'est-à-dire qu'ensuite, il a précisé, ça ne concerne ni ceux qui construisent les voitures, ni ceux qui construisent les batteries, ni ceux qui installent les panneaux solaires. Les trois grandes activités, en fait, de Tesla. C'est vrai qu'on oublie assez souvent les panneaux solaires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Morgan Stanley, tu vois, qui derrière, donc l'économiste de Morgan Stanley, l'équivalent de Philippe Wechter, qui dit, ah ouais, un gars comme Elon Musk, il a quand même... Alors, des insights, je ne sais pas comment on peut traduire insights, des tuyaux, on va dire ça comme ça, des tuyaux sur l'économie mondiale qui sont uniques. Donc je pense que ce qu'il dit est super crédible. J'ai rarement, enfin, je ne sais pas si c'est pas une première, Philippe, qu'un économiste, puis Morgan Stanley, quoi, quand même, voilà, oui, ou Natixis, mais qu'un économiste valide comme ça les prévisions assez banales quand même d'un entrepreneur. Il est en train de devenir une sorte de gourou mondial, Elon Musk, tu vois. Peut-être. Je suis pas complètement. Non mais pardon, il est aussi potentiellement en train de donner des indications sur sa propre boîte. Sans doute. C'est ce qu'a dit Biden. Oui. Sans doute. Non, moi ce que je trouve intéressant, c'est que, comme le disait Léonidas, on a le sentiment qu'il y a une espèce de décalage entre les données micro sur lesquelles pourrait s'appuyer Elon Musk et les données macro. Mais toujours ça. Non, mais là, je trouve que c'est particulièrement important. Pourquoi ? C'était la même en 2008, Philippe. Non. Je t'assure. Non, mais je vais te dire sur quoi j'appuie ça. Pas sur Elon Musk, sur l'idée que le taux d'emploi en France a beaucoup augmenté en 2021. On a créé beaucoup d'emplois, beaucoup plus qu'on a recréé de PIB. Le PIB et l'emploi sont au-dessus de 2019, mais l'emploi beaucoup plus que le PIB. Et pour autant, les entreprises ont des taux de vacances qui sont historiquement élevés. Et donc, la question qui est posée, c'est à l'échelle macro, on ne voit pas pourquoi les entreprises doivent recruter. Est-ce qu'il n'y a pas, justement, une dynamique microéconomique de complémentarité, d'innovation, de je ne sais quoi, qui fait qu'il y a un besoin d'emploi beaucoup plus important et qu'on ne le perçoit pas du tout à l'échelle macro. Et c'est ça que... Ou peut-être même des emplois de précaution. Vu la difficulté à recruter... Peut-être. Des gens que tu n'aurais peut-être pas recruté normalement, mais là tu le prends parce qu'au moins celui-là, il est à moi, je le garde. Et donc là, je trouve qu'il y a cet écart. Alors Musk sort ça, et comme c'est Elon Musk, on est tous très attentifs, mais on voit à l'échelle micro-macro, en France, aux États-Unis, des écarts assez considérables et qui, à mon sens, n'ont pas encore été
élucidé. Et donc, pour rebondir sur ton côté micro-macro, Ouais. que je trouve assez perturbant aujourd'hui. Est-ce Alors, que le fait qu'il y ait 1 million de créations d'emplois n'est pas une source de réponse à cette question sur un taux d'emploi qui ne correspond peut-être pas aux résultats des entreprises? C'est peut-être de nouveaux emplois qui sont Oui, mais ils ne sont corrélés pas dans le aux PIB. nouvelles Ce que entreprises. dit Philippe, c'est qu'ils ne sont Oui, pas dans le PIB, ces mais emplois. pas dans C'est les ça le emplois problème. encore parce que les nouvelles entreprises n'ont pas encore créé mais c'est- Ah ouais. Et quel que soit le secteur, quand on voit qu'il y a des taux de vacances qui sont très élevés. On a la même chose aux États-Unis. L'enquête mensuelle sur les emplois disponibles explose encore par rapport au nombre de chômeurs, etc. Donc il y a une situation un peu particulière. Alors peut-être que Elon Musk a des infos pas très... Bah, je crois pas qu'il en ait davantage que toi, pas- Philippe, pas tu vois. forcément plus, mais Non, je suis même sûr. Non, mais... Mais il a un super bad feeling. Après, Mais- c'est ce qu'a répondu Joe Biden en rigolant un peu. Donc Joe Biden. va bien, ça ne concerne pas forcément l'économie mondiale. Voilà, Joe Biden, en interrogé là-dessus, a dit oui, enfin, c'est surtout parce que Ford est en train de mettre la surmultipliée sur la voiture électrique et d'embaucher des milliers de personnes dans le Midwest. Voilà, Ce qui c'est est ça qui pose un intéressant, problème. c'est que sur la voiture électrique, on a vu une expérience récemment de Mercedes qui a emmené une voiture électrique sur 1000 km, avec des choix technologiques qui ne sont pas ceux de Tesla. Et donc, il y a Et sans parcours, hein. C'est-à-dire vraiment 1000 km, Oui. sans parcours, où on n'accélère pas trop, etc. Et donc, c'est une situation où l'espèce de monopole dans lequel s'installait Tesla est probablement remis en cause. Et c'est ça qui va être intéressant à suivre. Est-ce ça qui est le qu'il ne faut pas challenge, ouais. fuiter volontairement ce genre de Mais mail? moi, j'étais totalement dans cette idée que ce genre de choses, quand ça sort, c'est que on n'est pas trop Déjà, mécontent c'est que bizarre soit d'écrire sorti. ça dans un mail. J'ai un super bad feeling dans un mail. Il dit ça à ses collaborateurs. Oui, mais ça, c'est ouais. Musk. Oui. Il a écrit pire dans des mails. Non, mais je pense qu'il est, à mon avis, c'est quelqu'un de remarquablement intelligent, sans doute. À ce niveau de responsabilité, ce niveau de poste, mais- s'il écrit ça, c'est qu'il sait que ça peut sortir. Non, mais si c'est pense qu'il peut y si avoir- c'est Oui, bien sûr. Si c'est un mail interne, si les journalistes sont suffisamment agressifs vis-à-vis des destinataires, ça peut être le conseil d'administration, il y a des fuites toujours qui sont gigantesques sur Évidemment. les conseils d'administration. Évidemment. Et donc, même si lui le fait sans arrière-pensée particulière, il y en a plein autour de la table Oui, c'est qui n'hésiteront pas à lâcher... Bon, mais alors attends, parce que ce super bad feeling, donc, c'est là qu'on va montrer le magnifique autoportrait de Philippe Wechter. Je- sur ces graphes Instagram, c'est au départ créé pour Instagram, hein, ce magnifique autoportrait. Je ne sais pas si on va le voir, bon, on le verra de toute façon. Voilà, mais voilà, magnifique. Tu l'as fait toi-même, Ah bah, superbe. moi, je fais tout. Oh, c'est superbe, formidable. Et quand même, bon, le sujet de l'inflation, c'est-à-dire, est-ce que globalement, là, week-end, tu rencontres des chefs, j'ai rencontré des chefs d'entreprise. Moi, ce qui c'est qu'ils sont à l'écoute de Musk, quoi. C'est étonnant, hein, chef d'entreprise français, etc. Oh, Elon Musk a dit ça. Il y a un truc quand même. Enfin bon, bref, refermons la parenthèse. Mais derrière, il y a un brouillard absolu. Vraiment, ce qui caractérisait, moi, mes discussions de ce week-end, il y a un brouillard absolu. Des gars qui ont quand même des trésoreries qui vont bien. Enfin, je sais pas, Léonidas, c'est ce que tu constates. Mais est-ce que je dois commencer à resserrer les vannes? Combien de temps ça va durer? Voilà. C'est une situation très, très compliquée. Et il y a l'inflation au cœur de tout ça. Attends, je voudrais juste qu'on voit l'un de tes graphes que j'ai envoyé aussi sur les prix alimentaires. Les prix alimentaires. Tu insistes là-dessus. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier sur les prix alimentaires? Tu dis, jamais ils n'avaient pesé aussi lourd Dans l'indice des prix européens. dans l'indice des prix européens. Oui, voilà, on l'a là sur le graphe. C'est impressionnant et ça continue. C'est-à-dire que les chiffres du mois de mai sur l'indice de la FAO montrent que les choses se stabilisent par rapport à mars, mais le prix des céréales continue de progresser très rapidement. Donc on a une situation où chacun d'entre nous va être pénalisé. Un petit peu, parce que le prix de la baguette, des pâtes va augmenter. Mais c'est surtout... donc ça, c'est 1,5% de contribution à l'inflation en zone euro.
c'est considérable. Considérable. Et donc, ça, c'est une première étape, mais c'est aussi un effet déstabilisant sur l'économie mondiale. Oui, parce qu'on voit, c'est pour ça, gardons-la, surtout à l'image, on voit donc le niveau de 2007-2008, enfin de 2006-2007, on se souvient des émeutes de la faim à ce moment-là, et là on y va tout droit. Là, Exactement. Ça y est, ouais. Non, mais on voit bien en Tunisie, en Égypte, au Pérou, au Chili, crise en Ukraine, il y a... Évidemment. La crise en Ukraine est un élément de contribution, mais on voit bien aussi comme l'Inde a voulu se substituer à la production de blé, mais le blé a brûlé sur pied. En France, on a un vrai problème de sécheresse. Et la production ne sera pas à la hauteur. Donc, c'est quelque chose qui va s'inscrire dans la durée. C'est-à-dire que... Et ce qui tombe mal d'ailleurs, c'est que les Russes, eux, ont fait une super récolte. Exactement. Mais super récolte. Ce qui est intéressant sur le côté alimentaire, c'est que quand on regarde l'inflation, on parle beaucoup de l'énergie. Et c'est vrai, c'est important. Mais l'énergie, c'est une problématique de stock. On puise. Et si on peut puiser un peu plus, si l'OPEP peut puiser, ça va limiter les tensions. Sur les céréales, on est sur une problématique de flux. Absolument. Et donc, si on ne peut pas exporter d'Ukraine et de Russie, si les récoltes ne sont pas bonnes, ça veut dire qu'à la fin 2022, on n'aura pas de stock. Et donc, en 2023, ça va rester compliqué. Et c'est ce côté persistant qui, moi, me préoccupe le plus sur la question de l'inflation. Oui, juste peut-être sur l'inflation, il y a quelque chose qui m'étonne beaucoup et en même temps, tu disais à l'instant, Stéphane, c'est un brouillard complet. Il y a beaucoup à la fois d'informations contradictoires et de prévisions difficiles à interpréter. On a par exemple la DG Trésor qui prévoit quand même une inflation retour à la normale 2023. C'est quand même... retour à la normale, c'est vraiment une baisse sensible de l'inflation en 2023. Et Bruno Le Maire qui donc l'a annoncé les chiffres de ses propres services. En même temps, il y a vraiment quand même toujours ce débat entre économistes, entre vraiment est-ce que l'inflation actuelle c'est de l'inflation de long terme qui va durer pendant des années, ou est-ce que c'est vraiment très ponctuel, alors ça peut être la crise en Ukraine ou autre. Moi, j'ai l'impression, en fait, alors, sans être spécialiste de l'inflation, que globalement, un certain nombre de facteurs sont quand même globalement plutôt désinflationnistes ou déflationnistes dans la lignée, on va dire, de la stagnation de la demande au niveau mondial, etc. À quelques exceptions près. Je parle sur le siècle. Mais il y a quand même quelque chose qu'on maîtrise absolument pas aujourd'hui sur l'inflation future, c'est le coût de la transition écologique. Et à mon avis, c'est vraiment la seule vraie variable qui pourrait provoquer de l'inflation de long terme qu'on ne maîtrise pas vraiment aujourd'hui. Et ce dont c'est pas tellement la politique monétaire. Non, mais ce dont parlait Philippe tout à l'heure, l'emploi. C'est-à-dire le mystère de l'emploi, de la raréfaction de l'emploi, de appelle-le comme tu veux, grande démission, etc. Plus de toute façon, vieillissement global de la population, moins de gens pour bosser, moins de production, quelle que soit la capacité de robotisation, de progrès, de gain de productivité qu'on peut avoir. Donc, mais je dirais que là, il y a peut-être un peu plus d'incertitude. On ne sait pas vraiment quel va être le rythme, l'évolution de des gains de productivité. Sur la question de la transition de l'environnement, parce que l'idée que dès qu'on fait de l'environnement, ça coûte plus cher, c'est une idée qui me semble avoir beaucoup de contre-exemples. Lorsque l'on prend un secteur comme celui que l'on appelait traditionnellement l'équarrissage, qui est ce qu'on appelle les coproduits animaux, on prend une carcasse, on a 50% qui va à l'alimentation humaine, et tout le reste est désormais recyclé et vraiment dans une économie circulaire très positive. Tout a des débouchés. Et puisque ça a des débouchés, c'est des ressources. Avant, c'était des déchets, c'était des pertes. Ces ressources permettent d'injecter jusqu'à 200 millions d'euros de revenus nouveaux sur la filière animale. C'est-à-dire qu'on a fait de l'environnement, on a fait du positif pour la planète, du positif pour le sanitaire, et ça rapporte de l'argent. Oui, Philippe. Alors, je vois ce que tu veux dire, mais Léonidas, ça pèse quoi à côté du bâtiment? Face au chiffrage, le coût de la le transition... bâtiment, j'ai des exemples absolument identiques. On est sur des milliers de milliards de dollars. Du plastique pour faire des isolants. Je pense véritablement qu'il y a... La RE 2022, c'est 10 à 15% de coûts de construction en plus. Tu peux le mettre dans tous les sens, malgré toute l'ingéniosité formidable des entrepreneurs, Léonidas. Moi, je pense qu'il y a deux choses. Sur le retour à une inflation plus raisonnable, en fait, on va avoir un effet de base terrible. C'est-à-dire là, cette année, on compare un prix du pétrole à $45 il y a un an à $120 aujourd'hui. Dans un an, si s'il n'y a pas de dégradation particulière, on aura un prix qui sera toujours à $120. On le comparera à $120. Oui, tout à fait, oui. Et donc, comme la contribution de l'énergie au taux d'inflation, c'est 4,5% en zone euro aujourd'hui, 4%, ces 4%-là disparaîtront. Ouais. D'où ce retour. Alors, sur la transition énergétique, moi, je suis persuadé qu'on va avoir une augmentation des coûts absolument considérable. Pourquoi ?
Parce que y a deux choses qui vont arriver. La première, c'est qu'il faut qu'on sorte du pétrole. On va passer de 80% de consommation d'énergie fossile aujourd'hui à 30% en 2050. C'est une révolution absolument gigantesque qu'on ne pourra pas faire. Qu'on ne pourra pas faire, mais qu'on doit faire. Dans laquelle on doit s'inscrire, même si on n'y va pas en 2050. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est qu'on s'aperçoit que sur toutes les matières premières qui sont nécessaires aux énergies renouvelables, on a peu de pays qui sont producteurs, qui aujourd'hui ne sont pas très puissants, mais qui vont gagner en puissance et avoir une capacité, un pouvoir de marché absolument considérable, similaire à celui de l'Arabie Saoudite sur le pétrole, etc. Et donc, on va avoir quelque chose qui va être beaucoup plus compliqué que ce qu'on imagine. Et donc, on a ce phénomène-là. Et puis, si on veut aller jusqu'au bout sur la question inflationniste, le monde a changé. La Chine et les États-Unis ne font plus la ronde ensemble. Et donc, la désinflation qu'on a importée depuis 20 ans, qui fait que la contribution du prix des biens en Europe, aux États-Unis, autour de 0,01 en moyenne sur 20 ans. C'est-à-dire les prix des biens n'ont pas augmenté en moyenne. Là, on a mis une pelle de sable dans les mécanismes internationaux et on n'apportera plus de désinflation. Et donc ça, c'est compliqué. On marque une pause. On repart, les amis. Retour donc sur la politique. Conseil national de la refondation. Donc, oui, ça a été annoncé vendredi. Donc voilà. Puis c'est intéressant. Donc, rapidement, pour ceux qui n'ont pas suivi ça, ce qui aurait été assez légitime d'ailleurs. Annonce d'Emmanuel Macron, interview à la presse régionale, je crois, enfin un certain nombre de journaux de la presse régionale. Oui, c'est clair. Donc ce conseil réunira les forces politiques, économiques, sociales, associatives, des élus des territoires et des citoyens tirés au sort. Une révolution culturelle qui part du terrain, qui associe tous les acteurs. L'Élysée précise qu'il y aura une équipe dédiée auprès du président de la République et de la Première ministre pour préparer, organiser, mettre en place ce rendez-vous. Il ne s'agit pas de recréer une structure semblable au Conseil économique et social, mais de trouver une nouvelle méthode pour relever les défis posés par cette nouvelle époque. La façon dont seront désignés les participants à ce Conseil national de la refondation n'a pas été communiquée. Léonidas, qu'est-ce que t'inspire ce Conseil national de la refondation, puisque tu pourrais faire partie des forces politiques, économiques, sociales, associatives? Je pense que le premier réflexe, j'allais presque dire, d'atropisme français, consiste à dire c'est quoi encore ce machin, qu'est-ce que nous sert, c'est un conseil économique, social et environnemental bis, et puis on critique le fait que tout est vertical, donc on va associer les citoyens, mais grâce à quoi? Grâce à un truc qui est décrété du vertical, qui vient télescoper toutes les institutions existantes et qui passe même pas par la case de la Constitution. Donc c'est quoi? Je trouve tout de même. Bon résumé, voilà, c'est pour s'en débarrasser. Oui, mais enfin, quand même. Il faut qu'on se débarrasse de la critique, parce que en soi, je trouve que les jérémiades, ça suffit. Notre pays va pas forcément bien, et le diagnostic qui est fait, qui consiste à dire que si il n'y a pas d'association des forces vives de la nation au défi collectif, on n'y arrivera pas, est un diagnostic qui est juste. On passe notre temps ici à critiquer l'État qui est omnipotent, omniprésent, omniscient et qui empêche toutes les initiatives venant de la société civile de venir éclore et de donner la pleine puissance de ce qu'elles peuvent apporter au pays. Donc il faut s'en emparer. Je ne dis pas que c'est conçu, mais depuis quand on reste là, assis, en attendant désespérément que la solution vienne d'en haut et qu'elle soit parfaite. Alors là, on nous tend la main, donc je dis que l'on ne va pas dire non, on ne prend pas la main qui nous est tendue. Donc on nous propose de nous écouter, on a des choses à dire. Mais, parce que ce mais est fondamental, traditionnellement, et ça a été le cas dans la Convention citoyenne pour le climat, on dit venez participer à la création de la loi. Et donc, on a des citoyens qui, pondent 150 mesures et ensuite on les soumet au Parlement. Comme si toutes les problématiques de la société n'étaient résolues que par la loi.
Cette idée que lorsqu'il y a un problème, il faut une loi, un décret ou un chèque public, avec le chèque alimentation, le chèque inflation, le chèque énergie, le chèque numérique, le chèque tout, voilà, le chèque vacances, le chèque culture, j'en passe les meilleurs. Et puis, quand on a fini les chèques, il y a des rapports, et puis quand on a fini avec les rapports, il y a les lois, et que c'est comme ça qu'une société avance. Nous savons tous, et tous les Français le savent, que ce qui a changé leur vie dans les 30 dernières années, c'est ce truc-là qu'ils ont dans leur poche, avec des applications, avec des solutions, avec des... Pour l'énergie, on parlait de l'énergie il y a 30 secondes. Est-ce qu'il y a mieux aujourd'hui en termes de réduction de la facture énergétique que cette boîte qui a trouvé la solution digitale, qu'on met son chauffage électrique et qui fait que ça coupe 10 minutes par heure le chauffage électrique pour que la facture ait baissé de 15%. Ça n'a pas besoin d'une loi. De même que tout ce qu'il y a là-dedans. Bon, et donc, tu veux en venir où, Là où je Léonidas ? veux en venir, c'est que la refondation, ce n'est pas uniquement de faire participer les citoyens à ce que fait l'État. C'est de laisser aux solutions citoyennes, et la première d'entre elles, c'est cette liberté fondamentale que chacun a en main, qui est sa liberté d'entreprendre, la plénitude de ce que ça peut apporter à la société. Et il y a deux forces majeures qui ont besoin de s'associer pour aller au bout de cette véritable dynamique. Ce sont les entrepreneurs et ce sont les élus locaux, ceux qui sont au plus près de la décision publique. Est-ce que l'État peut être un chef d'orchestre de ce renouveau? Créer un creuset. Eh bien, qu'il le fasse. Personne n'a rien contre l'État. Si la seule volonté, c'est que l'État capte le tout et enferme le tout dans un package pour légitimer les décisions que vraisemblablement il a déjà prises, ça, c'est un échec. Mais ça relève de notre responsabilité de faire en sorte que cette proposition qui est sur la table devienne une véritable opportunité et pas qu'on se lamente en jérémiade pour dire que c'est déjà un échec et qu'on n'y apporte même pas notre contribution. Mais je voudrais finir sur un dernier point. C'est que nous sommes coupables. Nous, c'est nous, les quatre autour de la table, qui sommes de très très bons exemples de l'idéologie libérale dominante, qui est fondée sur la liberté des modernes comparée à la liberté des anciens de Benjamin Constant. Et qu'est-ce que disait Benjamin Constant? S'occuper de l'intérêt général pour les citoyens, ça c'était du passé. Désormais, les citoyens, ils s'occupent de leur intérêt particulier et les représentants, ils s'occupent de l'intérêt général. C'est aller trop loin. Nous devons nous occuper de notre intérêt général. Les entrepreneurs ont leur place dans ce débat et dans ce défi. Et là, la place, elle est prête, elle nous est proposée, c'est à nous de nous en saisir. Eh ben, Monsieur le ministre. j'ai envie de dire amen. Oui, moi aussi. Amen. Mais ça venait du fond du cœur. Non, mais c'est super intéressant. Non, je souscris totalement. J'ajuste juste Moi, pas du tout. Donc, c'est pour ça que ça va être bien. Non, mais moi je suis totalement d'accord. Le seul petit point qui me paraît curieux, c'est quand même ce conseil, il va s'appuyer, dans chaque domaine, que ce soit la santé, l'éducation, etc. Globalement, on a une bonne idée quand même des problèmes parce qu'il y a eu un certain nombre de rapports, comme on disait. On va pas non plus, j'espère en tout cas qu'on va pas non plus passer je ne sais combien de mois et essayer de refaire des rapports d'enquête, parce qu'il y a eu des rapports parlementaires, des rapports des inspections, des rapports d'instituts indépendants, etc. Et j'espère que ce sera vraiment plutôt un conseil de mise en application concrète d'un certain nombre de solutions, éventuellement du débat, plutôt qu'un conseil qui soit là pour faire une sorte d'expertise ou recommander des expertises qui existent déjà. C'est juste la remarque que voilà. Philippe, un mot là-dessus? Moi, mon problème par rapport à ça, c'est qu'on a déjà eu plein de choses comme ça. Ben oui. On a eu plein de choses comme ça, avec des gens qui étaient tous très brillants. Alors les citoyens étaient plus ou moins associés. Sur le climat, ils étaient associés, mais dans d'autres rapports, ils l'étaient moins. Il y a eu beaucoup de recommandations. Et donc, moi, ma question, c'est... que font tous ces gens qui ont été consultés? Mais c'est le Conseil économique et social, ça n'est rien d'autre que... et environnemental maintenant, d'ailleurs. Non, mais par exemple, il y avait eu un rapport Blanchard-Tirole l'année dernière, oui. qui avait été très médiatisé au moment où c'était sorti, avec des gens très brillants. Pourquoi ne pas les reprendre? Il y a tout régulièrement ce type d'annonce, alors avec des objectifs toujours très ambitieux. Là, c'est le plein emploi, je ne sais plus quoi encore. Très bien, mais pourquoi si on veut créer une structure, créons-la en dur, faisons... mais enfin, attends, mais les substituons-la amis, là... au Conseil économique et social et environnemental, mais que
qu'on ait Il s'agit de refaire des rapports, il faut surtout ne pas le Mais faire. non, mais Non, Léonidas, il s'agit de quoi? Enfin, Oui, moi, c'est ça. je discute C'est pas. pour ça qu'il faut pas Je commence à me demander s'il n'y a pas un vieux fond d'antiparlementarisme chez Emmanuel Macron. Enfin, bon Dieu, regarde 2017. Pas plus que chez De Gaulle. Ben voilà, et regarde 2017, tu vas prendre le curé d'Ars, n'importe qui, là, le premier venu, il pouvait être candidat En Marche, boum, je te mets là au Parlement. De toute façon, ça n'a aucune importance. Oui, le curé d'Ars, pourquoi pas. Là, il est en train de refaire le même coup. Enfin, tu vois les trucs un peu surréalistes. Tu crées une espèce de structure, mais qui n'a ni queue ni tête. Pardon. Mais enfin, je suis désolé, à un moment, il faut dire stop. Comme tu dis, c'est totalement en marge de tout notre fonctionnement démocratique, de tout notre fonctionnement constitutionnel. Ça n'a aucun sens, ça ne peut déboucher sur rien. C'est de la pure expression démagogique. Alors, et en plus, juste je finis, bien sûr. dans la façon dont il le dit, c'est-à-dire tu mets au même niveau, toi Léonidas, expression d'un certain nombre de chefs d'entreprise avec une réflexion aboutie sur des années, sans doute des sommités encore plus importantes avec des réflexions abouties sur de nombreuses années, et puis des citoyens tirés au sort. Voilà. Tout à coup, sagesse immanente. Parce qu'ils sont tirés au sort, ils vont avoir un avis fondé sur les problèmes du pays. C'est un ahurissant. réseau social. On fait un réseau C'est social. ahurissant. Chacun a le même poids. Moi, je voudrais tout de même relever la justesse du diagnostic. Le diagnostic, c'est que la société française doit casser cette habitude d'ailleurs, l'habitude à double tranchant, d'attendre toutes les décisions qui viennent d'en haut et de se plaindre de toutes les décisions qui viennent d'en haut, parce que généralement, elles sont technocratiques et mal ajustées, type 80 km/h. Donc, il y a un rapport entre la société, très très bien analysé d'ailleurs par un livre de Rosan Vallon, qui a une dizaine d'années, qui s'appelle Le modèle français, et qui parle de la tension entre la société française et l'État jacobin depuis 1789. Donc, ça ne date pas d'hier. Cette tension est réelle, et elle est probablement aujourd'hui paroxystique. Donc, le diagnostic est juste, et il essaye de trouver une manière de répondre à cette tension. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que lorsqu'un diagnostic est juste sur un problème, il faut que nous participions collectivement à la réussite d'une solution. Mais ça ne peut pas réussir. Tu fais une voiture avec des roues carrées. Je veux bien que tu veuilles participer collectivement à sa réussite. Elle ne roulera pas. Moi, je ne veux pas participer à la ponte de rapports qui s'accumulent les uns après les autres. J'ai cet exemple qui vient à l'esprit sur le permis de conduire. On sait bien que ce qui a permis de faire tomber le prix du permis de conduire, c'est la concurrence face aux auto-écoles et pas les dizaines de rapports qui ont été écrits pendant 20 ans. Tu sais d'où ça sort, ça ? Ça sort parce que Philippe en parlait, je me souviens plus quel nom c'était, le bousin qui avait réuni Sarkozy, dirigé par, où justement Macron était rapporteur, dirigé par Jacques Attali. La Commission pour la croissance française. Voilà, un nouveau plan. Le rapporteur était Macron. Le permis de conduire est sorti de là. Oui, Effectivement, et ça, c'est une mesure alors révolutionnaire à plus d'un titre. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Peut-être que le Conseil national de la refondation est une sorte de commission, mais composée différemment. Mais oui, mais il n'y avait pas des citoyens tirés au sort, tu comprends, c'est ça, moi. Mais on ne sait pas quelle est leur part, ni vraiment Il y a deux leur choses. désignation. Il y a deux choses. Il y a cette composition, effectivement, qui est très particulière. Et puis, il y a qui, in fine, va décider. C'est-à-dire qu'on va avoir tout un tas de recommandations, comme sur le climat, et puis à la fin, qui décidera probablement l'Élysée, tout seul dans son coin. Non, mais pardonnez-moi. Et ça, c'est juste une façon d'habiller la démagogie. D'habiller les choses. Les citoyens ne sont pas obligés de s'effacer devant la représentation nationale. Il y a la nation et puis il y a la représentation nationale. Il y a la nation et il y a ses institutions. Nous devons être davantage acteurs de notre propre destinée. Nous devons le faire plus. Et pardon... Oui, mais y a-t-il le Parlement, le lieu pour faire ça ? Je ne suis plus d'accord du tout, et en tant que libéral, hein, je ne suis plus du tout d'accord sur l'idée que la seule et unique activité du pays devrait être de demander
matin, midi, soir à l'État de trouver des solutions à tout. Et lorsqu'on a passé la totalité de la journée à demander les créances à l'État sur tous les sujets de la société, à la fin on lui demande, et en plus, vous allez vous occuper un peu moins de tout parce que vous nous envahissez. On ne peut mais on notre lui demande temps pas de s'occuper à- de si, tout. on Mais doit non, tout justement. et Ne même- t'occupe de rien. Et même Mais lorsqu'on ne lui t'occupe demande de rien, justement. de réintégrer de la société civile, on dit de toute façon, le modèle, il est naze, il faut laisser tomber. Donc, T'es en pleine parlant contradiction, de- Léonidas. T'es Non, en je pleine suis pas en pleine contradiction. contradiction. Il crée justement une machine pour aspirer encore plus de ton énergie. Eh bien, faisons-la marcher autrement. Non, Et en mais tous les cas, on ne l'a pas attendu. Nous, on Juste a un trouvé des point solutions. Sur le Conseil national sur le climat, d'où venaient les supports C'est un échec total à mes yeux. Donc, oui, mais d'où soyons venaient bien les clairs. supports sur lesquels s'appuyaient les membres de cette commission Des activistes. de l'État? Et des activistes, parce que Et des activistes, ça a bien été sûr. le sujet. C'est sûr. toujours, en fait, le problème de ces grandes consultations populaires. Dans lesquels il y a des gens qui n'ont pas de compétences particulières. Elles sont toujours récupérées, c'est normal. Chaperonnées par des- On a fait un petit peu de chaperonnées par des politique quand on activistes. était jeune, on a à vécu fait. des assemblées générales. Absolument. C'est les plus actifs qui prennent le lead, évidemment. Et donc là, la problématique va être... Non, mais s'il probablement du s'agit même- de faire la convention citoyenne grandeur XXL, c'est une catastrophe annoncée. Donc voilà, il s'agit de faire en sorte que ça ne le soit pas. Et pour que ça ne le soit pas, il ne faut pas que le seul sujet dont il s'occupe, c'est de faire des lois, mais d'arriver à faire en sorte de mieux mailler la coordination entre les différents Une question là-dessus. forces de la Une question société. là-dessus. Imaginons, ça a été annoncé vendredi dernier, c'est mis en place lundi prochain, et il y aura un résultat dans un an, mettons. C'est un comité permanent, hein. Oui, L'idée est de le non, faire mais vivre en justement, permanence. Hein. Justement, 24-24. quelle information nous, citoyens non membres du CNR, aurons-nous? À quel moment pourra-t-on suivre cette évolution? Ouais, ils vont peut-être faire une chaîne dédiée. Oui, je pense qu'il y aura un site gouvernemental. Ça coûte pas très cher une chaîne de télé à faire. Je peux te donner les prix si tu veux. Oui, pense qu'ils feront j'attends C'est les pour animateurs qui coûtent cher dans une chaîne de télé. Donc s'il y a pas de, des si gens tu qui payes peuvent pas les le faire, animateurs, ouais. si tu payes pas les animateurs, ça coûte pas très cher. J'attends pour voir parce que si effectivement on doit attendre d'avoir un truc dans 9 mois ou dans 12 mois sans qu'il se passe rien avant, Je suis tout le monde effondré. s'en fout. Si on peut effectivement interagir avec ce conseil, ça peut avoir du sens. Je pense qu'ils feront ça parce que sur certains grands textes, il y a déjà ça qui est mis en Non, place mais- dans les services du Premier ministre où on peut suivre. Ah bah là, on est déjà à la deuxième lecture. Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Oui, mais On peut le- quelle interaction on peut avoir avec ça? Mais sincèrement, Philippe, et Clément. je crois que et Clément, il ne s'agit pas, et Stéphane, il ne s'agit pas de dire que c'est parfait. Et il ne s'agit pas de dire que s'il s'agit de la répétition de la Convention citoyenne pour le climat, on applaudirait. Si c'est ça, je serais le premier à le dénoncer. Je pense simplement que la problématique qui a été posée par Emmanuel Macron est une problématique qui est juste. La tension entre la société et l'État est devenue paroxystique et il faut trouver de nouvelles articulations. Ne passons pas, ne nous trompons pas en commençons déjà à nous plaindre alors que ça n'a même pas commencé à exister. Essayons d'y apporter suffisamment de propositions pour que ça puisse être une réussite. Good. Je pense que notre pays le mérite. On a fait le tour, Philippe. Non, un mot alors. Je vais juste faire une remarque. La campagne des législatives pour LREM ne démarre que parce que Macron s'y installe. Non, mais c'est, Et donc, Enfin, même pas d'ailleurs. Elle Même- démarre pas. Elle même démarre pas franchement. Non, même pas. Donc, tout est centralisé. Bon, juste pour finir, tiens, on va revenir à l'emploi parce qu'en fait, c'est un truc qui traîne dans mon ordinateur depuis un moment qui m'avait et c'est pas fasciné. très éloigné du sujet que vous venez d'aborder. C'est pas très éloigné. Là. On va voir ça. Donc c'est autour de la crise de l'emploi. Ouais, voilà. Et juste si on pouvait voir enfin, je sais pas d'ailleurs si j'ai envoyé le. Donc c'est un article des Échos qui m'a passionné. Un groupe de Rennes spécialiste du travail temporaire qui s'appelle Interaction, qui répond donc à la forte demande en contrat intérimaire des entreprises de l'agroalimentaire et du bâtiment. Nous avons repris coup sur coup 3 sociétés qui se chargent du sourcing à l'étranger de profils bien formés et expérimentés. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de refaire les années 50 et d'aller remplir les usines Talbot avec des Algériens pour visser. C'est bien des profils expérimentés, qualifiés, diplômés. Donc, pour les professionnels de l'agroalimentaire, ils vont chercher des gars en Europe de l'Est, en Espagne et au Portugal.
Maintenance Academy se charge du recrutement de techniciens venus du Maroc. Et puis, acquisition aussi d'un spécialiste du bâtiment installé à Aix-en-Provence, dont la mission est de trouver des candidats au Portugal. Donc, plus de 1000 intérimaires étrangers se répartissent actuellement entre les entreprises clients de ce groupe. Ce sont principalement des profils de techniciens, des spécialistes de la maintenance. Voilà, donc des gars super diplômés. Un problème d'emploi, il y a des gens qui se tournent vers l'État. Que fait l'État? Comme toujours, il y a une boîte qui vient et qui invente une solution et qui trouve une solution. Maintenant, il y a aussi la question c'est un sujet quand même, non? De l'État. Et la question de l'État, c'est que s'il y a autant de gens qui sont au chômage et qui ne prennent pas les emplois, c'est qu'à l'évidence, le chômage n'est pas si dramatique que ça et que c'est plus intéressant d'être au chômage que de prendre des emplois. Alors, il y a ceux qui disent... Et la formation professionnelle, l'éternel problème. Oui, mais le nombre de gens qui viennent et qui sont... ça aussi, c'est des témoignages de terrain et sa microéconomie est intéressante. Les établissements dans le monde de la restauration qui racontent comment les gens ne viennent plus du jour au lendemain, qu'ils arrêtent. Voilà. Oui, mais là, j'insiste, c'est pas des serveurs des cafés-restaurants, c'est des gars diplômés, qualifiés. Cette problématique-là, là, aux États-Unis. Ouais. Le Trump oui, mais ils n'ont Biden, pas 7% de taux de chômage, Philippe. Oui, mais Trump et Biden ont fermé les frontières, ce qui fait que le marché du travail est bloqué aux États-Unis parce qu'on ne peut pas faire venir des gens qualifiés ou pas qualifiés du reste du monde. Mais ils n'ont pas 7% de taux de chômage. Nous, on a 7% de taux de chômage. Oui, mais le marché du travail ne fonctionne pas non plus tout à fait de la même façon. Donc, cette question, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec les taux de vacances qui sont très élevés. Comment on fait? Et puis, ça pose une question dont on discutait tout à l'heure hors antenne avec Stéphane, sur la formation. Comment on forme les gens si effectivement il y a 7% de chômeurs? Est-ce qu'il n'y a pas une problématique de formation initiale qui est posée et qui inciterait à prendre des jobs facilement? Je ne sais pas, on n'en sait rien. Le CNR aura la réponse. Le CNR aura la réponse. Mais l'organisme... toujours. C'est ça, non, mais j'ai oublié son nom, l'organisme en charge de la formation créé par Muriel Pénicaud qui a tout rassemblé. France Compétences, il va falloir le recapitaliser à hauteur de 5 milliards. Même de ce côté-là, si tu veux, tu te retrouves avec mais je sais une boîte qui a eu un tel succès. Une minute, il reste une minute. Ça a l'air obsessionnel, mais quand on voit que des boîtes sont capables de venir avec de véritables propositions de valeur pour répondre à ce type de sujet, peut-être que cette expertise qu'ils ont, ils peuvent aussi aller trouver des profils un peu en France. Enfin, s'appuyer sur la compétence entrepreneuriale plutôt qu'à créer de toutes pièces une administration dédiée qui a plus d'une anomalie dans son fonctionnement et je les connais toutes d'assez près. Voilà le genre de jonction qu'il faut faire lorsqu'on a des problématiques comme ça d'intérêt général. Allez déjà regarder. Rappelez-vous quand même que c'est un des piliers de notre droit public. Quand est-ce que l'État intervient? C'est quand il y a constat de carence de l'initiative privée. Sur tous les problèmes. Oui, sur la formation, c'est clair que... Oui. Eh bien, on voit d'abord ce que fait... Regardons déjà ce que proposent les entreprises privées. Et si vraiment il n'y a rien, eh bien l'État pourra venir à la rescousse. Ça fait du bien. On redit amen. Oui, c'est ça, on redit amen. Merci les amis, merci à tous. On se retrouve demain. Bonne soirée sur Bismart.